Donc, on m'a demandé de vous parler de la transition énergétique. Alors, comme le savent certains parmi vous, je ne suis pas physicien, donc j'essaie de ne pas m'aventurer sur un terrain dans lequel je n'ai aucune compétence, donc je ne vais pas me prononcer sur la physique du climat. Donc quand je parle de la transition énergétique, je regarde cette transition sous l'angle politique, c'est-à-dire ce qu'on essaie de nous vendre, ou bien ce dont on essaie de nous convaincre, je dirais, sur le plan politique. Donc je ne parle pas de la transition d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue, je crois qu'il faut le dire, parce que je voudrais éviter des propos qui soient inutilement polémiques, ainsi que bien éviter la personne qui m'a demandé de parler devant vous, donc je le précise d'entrée de jeu. Alors, le sujet est assez intéressant, je vais le traiter en 4 moments. Le premier, c'est peut-être l'impossible définition de la transition énergétique. Quand je fais une conférence, je la reprépare toujours de zéro, même si j'ai déjà parlé du même sujet 10, 20 ou peut-être dans ce cas-ci 50 fois. Et donc j'ai repris mon sujet. Je trouve que c'est bien parce que c'est à ce moment-là qu'on a des informations qui sont vraiment fraîches dans son esprit. Donc j'ai repris mon sujet et je me suis mis donc en quête d'une définition universelle dans le temps et dans l'espace de la transition énergétique. Alors j'ai cherché dans la littérature européenne, j'ai cherché dans la littérature française, j'ai cherché dans la littérature anglo-saxonne, qui écrit énormément sur le sujet, et alors j'ai regardé Wikipédia, j'ai repris la page Wikipédia, il y a une page, transition énergétique. Je vous invite peut-être à y jeter un œil. C'est une page intéressante, c'est pas toujours le cas avec Wikipédia, je vois ici un visage qui est très sceptique quand je dis Wikipédia, mais il y a toute une série d'informations, mais quand on achève la lecture de cette page, en toute honnêteté, il est impossible de formuler une définition de la transition énergétique. Alors évidemment, on voit de quoi il s'agit. On voit qu'on parle de transition dans les sources d'énergie que l'on met en œuvre, à la fois pour se chauffer, pour se déplacer, pour l'industrie. Donc on comprend le sujet, il ne s'agit pas de ça. Mais quand on parle de transition énergétique, ça peut vouloir signifier le fait d'additionner de nouveaux modes de production énergétique à ceux qui existaient déjà, ou bien cela signifie de remplacer des modes de production qui sont en œuvre depuis quelques décennies, voire dans certains cas depuis plusieurs siècles, par d'autres modes de production. Alors évidemment, si on ne prend même que ces deux aspects-là, on a déjà deux notions qui sont très différentes. Si on parle d'abolir le fossile et le nucléaire pour le remplacer par l'éolien et le solaire, c'est une chose. Si on parle simplement d'ajouter le solaire et l'éolien au nucléaire et au fossile, c'en est une autre. On vit dans deux univers différents. Donc je trouve que cette absence de définition jusque dans le sein de nos textes de loi, qu'il s'agisse encore une fois des lois nationales comme la loi française ou la loi européenne, d'une définition qui est une signification universelle du concept de transition énergétique, est relativement intéressant, signifiant et, je dirais, révélateur. Donc la première remarque à faire quand on débat, quand on entend dans les débats, parce que dans les débats publics, on ne parle que de cela. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que la transition énergétique est le premier paradigme de l'Union européenne. L'Union européenne, depuis au moins Barroso, depuis Barroso, donc l'ancien président de la Commission, ne jure plus que par la transition énergétique. Tout se passe comme si la transition énergétique était devenue la raison d'être, la ratio legis, comme on disait dans les écoles de droit, de l'Union européenne. Donc il est assez intéressant de voir que même dans les textes de l'Union européenne, on ne trouve pas de définition de cette transition énergétique. Est-ce que je suis clair sur ce point? Est-ce que ça vous paraît? Alors, je vais en venir au deuxième. Si on s'intéresse maintenant aux détails des textes européens, parce qu'il faut bien se rendre compte que nous ne sommes plus que des provinces. Le Parlement français s'excite, l'Assemblée nationale, etc. Mais c'est une province. Une fois qu'une affaire a été tranchée au niveau européen, que ce soit par l'Union européenne ou par le Conseil de l'Europe, là je parle plutôt des questions d'immigration, après ça le Parlement on peut gigoter, le président peut gigoter, mais en réalité il n'a plus grand chose à dire. Donc nous sommes à mains égards, quand l'Union européenne, c'est le principe de la supériorité du droit européen sur le droit national, quand l'Union européenne s'est prononcée, nous sommes de facto
dans la position de ce qu'on appelle des Länder en Allemagne, des provinces en Belgique, ou disons, je ne sais pas quelle entité, une région par exemple, j'imagine en France. Alors, dans les textes de l'Union européenne, on trouve deux définitions, donc c'est déjà plus précis. On ne trouve pas cette idée qu'on va ajouter aux anciennes sources d'énergie de nouvelles sources d'énergie. On trouve l'idée qu'on va effectivement substituer à ce qui était auparavant de nouvelles sources d'énergie. Ça, c'est le grand concept, le paradigme actuel de l'Union européenne. Donc on va substituer au passé quelque chose de neuf, de nouvelles sources d'énergie. La difficulté étant que, même dans cette acception restreinte, on a encore deux théories concurrentes. Il y a d'abord ce que j'appellerais la version radicale, qui nous dit qu'on doit supprimer le fossile, tout en conservant le nucléaire, plus l'éolien, donc le vent et le soleil. Pour faire simple, on va dire le vent et le soleil. Ça, c'est radical. Parce que sortir, on parle toujours, il y a une grande confusion dans ce débat, tous les scientifiques ici me comprendront, on confond toujours le mix électrique avec le mix énergétique. Sortir du fossile dans le mix électrique, c'est relativement, enfin c'est concevable. Sortir du fossile dans le mix énergétique dans l'ensemble, c'est à l'heure actuelle et en l'état actuel de la technique, totalement infaisable. Donc c'est déjà une vision radicale, ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire sortir du fossile à 100% sur le plan énergétique tout en conservant le nucléaire, plus le vent et le soleil, c'est radical. C'est une des deux conceptions qu'on trouve au niveau européen. La deuxième conception, moi je la qualifie d'extrême. Il n'y a aucune conception modérée au niveau européen. Il n'y a pas de conception conservatoire ou centriste ou quoi que ce soit. C'est soit radical, soit extrême. Parce que la conception extrême, elle est très facile à comprendre, c'est qu'on va sortir à 100% non seulement du fossile, mais également du nucléaire, pour aller vers un mix qui sera à 100% le vent et le soleil. Alors, ceux qui parmi vous sont non actifs, qui sont sur le plan économique dans ce domaine, mesurent assez intuitivement que cette vision extrême de la transition ne va jamais se réaliser. Elle ne peut pas se réaliser. Elle est un adolescent à qui on expose des données de manière objective comprend qu'on ne peut pas faire cela. À moins d'imaginer des révolutions technologiques, mais la technologie, elle se développe. C'est pas quelque chose qu'on fantasme. Bien. Pourtant, cette conception était, jusqu'il y a peu, et je crois qu'on peut encore dire c'est actuellement la conception de l'Allemagne. Le premier pays européen, de loin sur le plan économique, c'est, comme vous le savez, ce n'est pas la France, c'est l'Allemagne en l'occurrence. Eh bien, la conception de l'Allemagne, parce que c'est encore ce que fait l'Allemagne aujourd'hui, dans les derniers mois maintenant, c'est de sortir à 100% du fossile et du nucléaire pour aller vers un mix qui sera vent et soleil à 100%. Et vu le poids de l'Allemagne dans la construction européenne, jusqu'il y a peu, cette conception de l'Allemagne était la conception dominante de l'Union européenne. C'est-à-dire que dans les sources d'énergie qu'il était permis de favoriser au niveau de ce que vous appelez les provinces, donc au niveau des États nationaux, eh bien le nucléaire n'en faisait pas partie, sous la pression de l'Allemagne. Et on est ici dans une région où on est très à l'aise pour en parler, puisque vous savez qu'il y avait en France la centrale de Fessenheim. Alors, vous savez qu'on l'a fermée. C'est rhétorique comme question. Je sais que vous savez, mais non, on l'a fermée. Voilà. Alors, une petite question, je sais que c'est pas le moment des questions-réponses, mais pourquoi l'a-t-on fermée? Quel est le motif? Quel est le motif? Gagner des points. Il n'y a que ceux de gauche qui répondent. À droite? Trop ancienne. Vétusté? Non. Vétusté, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Mais c'est pas bon. Ok. Donc, vous savez, c'est assez intéressant parce que j'étais ici, pas très loin, en 2017, les étudiants de Sciences Po Strasbourg. Je crois que c'est en 2017. M'avait invité à faire une conférence. Et tout le monde a déjà oublié, la plupart des gens, pas vous, parce que vous êtes des gens extrêmement intelligents et informés, mais la plupart des gens ont oublié. Mais c'était le début du premier mandat de Macron, 2017, je ne me trompe pas? 2017, donc c'est ce que je dis. 17, oui, mais c'est ma prononciation, on dit la même chose. Donc, voilà, donc tout le monde a oublié, mais à l'époque, quel était le paradigme de M. Macron? C'était
de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique et électrique français. Passer de 70%, ça là je parle de l'électrique, à 5 ans, et après ça, 10 000. Mais pourquoi? Moi je me souviens que, donc, c'était que des étudiants, ici c'est un mélange de gens qui sont plus âgés, disons, ouais. Peut-être certains étudiants également, mais à l'époque je leur dis, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai lu mes notes de l'époque. J'étais tout seul à l'époque. Hein. Même les étudiants, ils me regardaient, ils disaient, le nucléaire, on va sortir du nucléaire, parce que le nucléaire c'est le passé, monsieur. Donc je leur dis pourquoi? Et je leur dis, un argument, c'était, vous savez, le seul avantage comparatif sur le plan économique de la France par rapport à l'Allemagne, c'est le nucléaire. Un enfant voit cela. Donc pourquoi la France devrait-elle détruire son seul avantage comparatif par rapport à l'Allemagne? Et on en revient à la question initiale, pourquoi effectivement Fessenheim a été fermé? Parce que l'Allemagne l'a demandé. Enfin, on ne va pas se montrer agressif, parce qu'on est dans une région où on sait qu'il y a des tensions historiquement, etc. Mais enfin, moi, à l'époque, c'est pas clair, je commençais à m'intéresser au sujet, etc. Et puis je me suis dit au bout d'un moment, mais donc en fait, la France ferme un réacteur qui aurait pu continuer, il y a des travaux à faire de façon régulière, mais à produire pendant 30 ans, simplement parce que l'Allemagne a fait pareil dans d'autres pays. En Belgique, il y a aussi des réacteurs nucléaires dont l'Allemagne a exigé quoi? La fermeture. Parce que c'est à l'Allemagne de dicter, parce que l'Allemagne a beaucoup évolué, et c'est vrai, une partie de ma famille qui est allemande, je ne suis pas du tout anti-allemand, elle a évolué. Mais en même temps, quand l'Allemagne embrasse une idéologie, elle ne le fait pas à moitié. On peut quand même le constater. Parce que là, prétendre, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est pas juste prétendre, dicter à la France et à ses voisins immédiats, leur politique énergétique est fermée. Fessenheim, ça n'a pas coûté 300 000 € de construire. C'est quand même une forme d'impérialisme. Or, l'idéologie dont les Allemands sont censés être sortis, c'est effectivement c'est pas l'impérialisme au service des mêmes idées. Je fais pas de comparaison entre les deux. Enfin, c'est tout de même une forme. Donc, Fessenheim a été détruit parce que l'Allemagne l'avait demandé. Et donc, ça vous montre ce que je vous disais, la force de ce qu'était le paradigme énergétique allemand au niveau non seulement de l'Allemagne, mais à l'époque au niveau de l'Union européenne en général. Ça, c'était 2017. Alors, depuis, effectivement, quand on regarde Macron qui parle aujourd'hui, Macron qui parle de nucléaire, on a vraiment l'impression d'être dans un autre pays, en tout cas que c'est une autre personne. Parce que plus fervent, plus passionné en faveur de l'énergie nucléaire que n'est aujourd'hui M. Macron, c'est impossible, à moins d'être un électron, c'est vraiment très difficile. Donc il est passé d'un extrême, donc le côté allemand, à l'autre extrême. Qui pour moi n'est pas un extrême, qui consiste pour la France à embrasser son allié. J'avais dit aux étudiants, parce que j'essayais de les ramener à la raison en quelque sorte, je leur ai dit, écoutez, le nucléaire français, c'est l'expression du génie français. Hein? Mais c'est vrai, maintenant. Donc ici, M. Macron va dans cette direction, et non seulement le nucléaire ne va pas descendre dans le mix énergétique, ou électrique en l'occurrence français, mais il va probablement encore s'accroître. On peut imaginer à terme d'avoir 100% d'énergie électrique nucléaire, d'origine nucléaire en France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si ça permet effectivement à la France d'accroître son avantage comparatif sur l'Allemagne, qui de son côté effectivement continue à s'enfoncer. Parce que ce qui est très beau dans cette affaire, c'est que l'Allemagne n'a pas changé d'avis. À l'heure actuelle, le gouvernement allemand ferme effectivement, je le rappelais à l'instant, ferme encore des centrales nucléaires pour les remplacer par quoi? La limite. Alors, moi, je ne suis pas physicien, mais les physiciens vont expliquer que la limite, c'est le pire des charbons, qui est déjà la plus polluante et la plus émettrice de CO2 de toutes les énergies possibles et imaginables. Et donc, ça vous montre, parce que, il y a la conception des marxistes qui dit qu'on fait toujours tout par intérêt. Les gens tuent par idéologie, les gens sont prêts à mourir pour leurs idées. Et là, ce que fait l'Allemagne, d'évidence, c'est pas conforme à son intérêt. Toute cette transition énergétique. Pourquoi? Quel est son motif premier? Qu'est-ce qu'il a mis en branle? Qu'est-ce qui la légitime? Pourquoi est-ce qu'on transitionne? Quand on a effectivement un parc nucléaire qui fonctionne, je ne parle plus de la France seulement, mais de façon générale, pourquoi renoncer aux fossiles et aller vers le vent et le soleil? Quel est le motif de cela, historiquement? Dites-le-moi. Quel est le motif de cette transition? Affiché, revendiqué. La réduction du CO2. Voilà, donc les émissions de CO2. Voilà. Réduire les émissions de CO2. Et là, je trouve que quand on parle de ces sujets, on est toujours plus fort si on ne mobilise que des données qui ne sont contestées par personne. Donc moi, je ne vais pas vous dire que
les modèles du GIEC, ceci, c'est là, ou qu'il n'y a pas de réchauffement, j'ai pas besoin d'aller sur ce terrain qui n'est pas le mien, et je préfère, comme je vous disais, effectivement, ne pas y aventurer. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que tous ces, et c'est pas une façon de parler, c'est dramatique, c'est tragique quand on y pense, mais ces milliers de milliards qui sont investis dans la transition énergétique le sont au nom de la réduction des gaz à effet de serre. Alors quand on regarde effectivement, ça c'est le motif initial, et que par ce motif initial, un pays comme l'Allemagne en vient à remplacer le nucléaire qui n'émet pas de CO2 par la lignite, c'est là où parce que j'hésite toujours, c'est là, hein, c'est correct. Vous me corrigez, non, vous ne le savez pas, donc je le vois, d'accord, c'est pas grave. Donc, par la lignite, c'est tout de même quelque chose, et c'est vertigineux quand on y pense. Il y a des calculs qui existent, qui sont faits au jour le jour, où on montre le volume de CO2 qui est émis par chaque unité d'énergie produite en Allemagne et en comparaison avec la France, c'est considérable, considérablement plus en Allemagne que cela n'a jamais été en France. Alors, finalement, la question à se poser, c'est que va-t-il en advenir de cette transition énergétique? Parce que là, on en montre un certain nombre d'évolutions, on en montre un certain nombre d'aberrations, mais comme on vient de le rappeler, le motif de cette transition étant de réduire les gaz à effet de serre, la transition énergétique européenne n'a de sens que si elle s'inscrit dans un mouvement qui est mondial. Parce que l'Europe représente 10% des émissions mondiales de CO2, donc si l'Europe venait à cesser d'exister, eh bien cela ne changerait rien, puisque le reste du monde continue à accroître ses émissions de CO2. Or, que constate-t-on dans le reste du monde? Des pays comme la Chine, comme l'Inde, c'est pas tout à fait qu'ils s'en foutent, vous avez raison, certains s'en foutent complètement. Je parlais avec des Indiens, et je leur disais, des Indiens, donc, et je leur disais, mais vous êtes conscient que si on applique le raisonnement du GIEC dans toute leur rigueur, vous n'allez pas voyager, vous n'allez pas, vous, comme nous les Européens le faisons depuis un siècle, vous n'allez pas visiter le monde, vous ne ferez pas tout ça. Vous devrez voyager en Inde, et de préférence à vélo, à la rigueur en train. Mais ils vous rient au nez quand vous leur dites ça. Ils vous rient au nez, ils n'ont effectivement, là, je rejoins, sans vous dire, ils n'ont aucunement l'intention de ne pas embrasser le monde, découvrir le monde et faire ce que nous faisons finalement nous depuis un siècle. Donc, alors d'autres, effectivement, comme les Chinois, investissent massivement dans le vent et dans le solaire, et ils nous vendent énormément de choses. Et donc ils utilisent ça comme une arme géopolitique. Et maintenant, ils ouvrent des centrales au charbon chaque semaine. Donc le reste du monde, voilà, soyons tout à fait précis, le reste du monde, non seulement ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre, donc quand on dit CO2, c'est gaz à effet de serre en général, donc on dit CO2 pour faire simple, de CO2, mais continue à les faire croître. En réalité, la planète est censée s'être engagée dans le chemin, pour pas faire trop loin, mais donc de la réduction des gaz à effet de serre depuis 1992, le sommet de Rio. Quand on regarde l'évolution, les émissions mondiales de CO2 n'ont cessé de croître depuis. Il y a eu un palier à l'époque du Covid, je pense que personne ne souhaite de l'incarcération de la population mondiale, simplement pour stabiliser le CO2. Donc il y a cette croissance mondiale, et cette croissance mondiale va persister, selon tous les schémas. Vous avez un article dans le cadre enchaîné de la semaine dernière, Valérie Masson-Delmotte, qui est la Madame G en France, mais donc voilà, je la cite, qui dit l'objectif de l'accord de Paris de réduire le réchauffement à 1,5 ne sera pas atteint parce que les émissions de CO2 vont continuer à croître. Donc, si elle le dit, je pense, et je suis d'accord avec elle, je pense qu'effectivement on peut la prendre. Et donc c'est-à-dire qu'un accord comme l'accord de Paris est désormais caduc, puisque l'accord de Paris c'était limité à 1,5 le réchauffement à l'horizon d'un siècle. Donc ce sont des accords qui sont caducs. Et encore une fois, on en revient à la force de l'idéologie, parce que finalement, pourquoi tout ça? Parce que si on fait le bilan de la transition énergétique, que ce soit au niveau mondial ou au niveau simplement européen, le terme qui s'impose à l'esprit, non seulement c'est un échec cuisant, mais c'est un gaspillage éhonté, parce que ces milliers de milliards, on peut les investir, je sais que ça fait démagogue de dire ça, mais c'est la vérité, on peut les investir dans des écoles, on peut les investir dans des hôpitaux, on peut les investir dans les questions d'immigration, dans un sens ou dans l'autre. Enfin, vous voyez, on peut les investir de manière simplement utile. Quand on investit
des sommes pareilles au service d'un objectif dont tout le monde admet aujourd'hui qu'il ne sera pas atteint, se pose la question de savoir pourquoi on continue. Pourquoi continuons-nous à dépenser cet argent, tout en sachant qu'à la fois d'un point de vue économique, géopolitique, technologique et même simplement rationnel, nous ne pourrons jamais atteindre les objectifs que nous avions fixés. Et je pense que... Pardon, ah, c'est quelqu'un d'autre. Oui, le fossile, il va quand même... On va quand même arriver dans une rareté et une cherté des ressources fossiles. Bien sûr. Je ne sais pas quand, parce qu'on continue finalement à découvrir des gisements, mais vous avez raison qu'à terme, effectivement, ça arrivera. Mais je pense que, en fait, finalement, la question c'est qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il ne faut pas être simplement déconstruire ce qu'ont fait les autres, il faut aussi pouvoir essayer d'imaginer ce qui va se passer. Bon, si on part sur le principe, donc du réchauffement, il y a deux stratégies fondamentales. Soit on s'adapte au réchauffement, soit on réduit à la source les émissions de CO2. Alors par tous les motifs que je viens d'énoncer, et même si seulement une partie est valide, ça suffit en réalité, je crois qu'on ne va pas réduire les émissions de CO2. Et je ne vois aucun scénario réaliste où M. Xi viendrait prendre ses ordres à la Commission européenne qui lui fixerait disant tu vas fermer tes centrales. La Russie, ça n'a pas de sens. Donc je crois que ce scénario-là n'est pas réaliste, n'est même plus honnête en réalité. Et donc l'autre scénario qui existe, c'est celui de l'adaptation. C'est celui de la nécessité pour l'homme, pour nos sociétés, pour l'humanité en général, de s'adapter à une phase de réchauffement. Et je voudrais terminer, pour ne pas effectivement trop dépasser ce que Marie-France vient de dire. Ça va, c'est très bien. Donc, alors, parce que vous dites évidemment, c'est très bien de dire qu'on va s'adapter, mais bon, on risque quand même de vivre, on voit ça dans la presse, hein, on nous dit qu'on va avoir des milliards de réfugiés climatiques, enfin, des choses vraiment, le déluge, quoi, des choses ingérables, donc c'est dire on va s'adapter. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça qui va se produire, et vous avez, je crois, reçu, vous, Marie-France, à Stephen Cooley, qui est l'ancien secrétaire d'État d'Obama sur ces questions, que nous avons reçu à Bruxelles, justement, qui commence toujours par la grande capitale et puis il vient en province. Et donc, Stephen Cooley, c'est intéressant parce que Stephen Cooley, il a fait comme moi, en fait, quand j'avais écrit ce bouquin-là, il a été lire les rapports du GIEC. Et il a été lire les rapports en particulier sur la partie quelles seraient les conséquences économiques d'un réchauffement. Pas le réchauffement de Paris, plus 5, plus 6, plus 7, ce qui, selon toute vraisemblance, n'arrivera jamais. Eh bien, les conséquences économiques, selon le GIEC, ça ne veut pas dire que tout sera facile, hein. Rien de ce qui est humain n'est facile, mais les conséquences économiques d'un réchauffement net et franc, selon les projections et prévisions du GIEC, seraient négligeables. C'est ce que dit le GIEC. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, encore une fois, des adaptations massives qui seront nécessaires selon les régions, etc., etc., mais les conséquences économiques, mondiales, on aura de la peine à les mesurer. C'est ce que dit le GIEC. Donc, l'adaptation, je ne dis pas ça pour dire que tout est bien et que tout est facile, mais l'adaptation est un scénario réaliste. On est, je crois, chez les climato-réalistes. C'est un bon mot, réaliste, en fait. Hein. Quand on le pose à l'idéologie, celle au nom de laquelle on fait n'importe quoi, avoir parfois envie des gens, le mot réalisme n'est pas, c'est pas exactant, le réalisme, hein, je suis conscient du fait. Mais quand on a un scénario qui est réaliste et l'autre qui ne l'est pas, il faudrait peut-être se mettre un moment autour d'une table et se demander si la voie de l'Allemagne, qui mène l'Allemagne, vous savez, l'Allemagne, hier, donc c'est tout récent, a décidé de donner des primes pour acheter un véhicule électrique. Et ils ont décidé le jour au lendemain, c'est fini, plus de primes. Donc ça veut dire que tous les objectifs de l'Allemagne sur l'électrification de son parc automobile sont morts. Parce que sans prime, c'est trop cher. Les gens ne savent pas se payer un véhicule électrique. Donc se mettre autour d'une table avec, disons, les gens de bonne volonté et se poser la question de savoir si on ne devrait pas reconsidérer la priorité en matière de transition énergétique qui est donnée au scénario de la réduction des gaz à effet de serre, à la source, plutôt qu'au scénario de l'adaptation. Et je voudrais terminer en rappelant ceci. C'est que le prix que nous payons en tant qu'Européens, parce qu'on est les seuls à transitionner, même les Américains le font de façon beaucoup plus intelligente, et eux sont devenus indépendants sur le plan énergétique, alors que nous avons creusé notre dépendance sur le plan énergétique. Donc on est les seuls à transitionner. Alors il faut bien se rendre compte que le prix que nous payons
il est économique, il est dévastateur. Nous investissons, les Allemands les premiers, mais tout le monde en Europe, nous investissons des sommes astronomiques. Et il est aussi en termes de liberté. Parce qu'à partir du moment où les petits adversaires, dont je parle ici, ont pris le pouvoir, ils ne se limitent pas à la transition énergétique. Au nom de la transition énergétique, ils vous expliquent, vous, ce que vous devez manger. Vous, combien d'enfants vous pouvez avoir. Vous, où vous passez vos vacances. Marie-France, si tu peux prendre l'avion, non, tu l'as déjà pris cette année, c'est fini. C'est ça qu'ils font. Donc nous payons un prix non seulement économique, dévastateur, mais nous payons un prix en termes de liberté. Donc, au nom de ce fameux scénario que je me suis permis, mais après ça vous me direz si vous êtes convaincu ou pas évidemment, de ce scénario peu réaliste, voire totalement fantasque dans le terme de la transition énergétique, on en vient finalement à brider, contrôler, brimer la liberté des Européens. Et donc le prix que nous payons pour ces fantasmes idéologiques est extrêmement lourd. Alors, et je termine vraiment, à la fin des fins, évidemment ça ne fonctionnera pas. Mais les idéologies qui sont négatrices de la réalité finissent toujours par se fracasser sur les récits de la réalité. Mais en attendant, nous payons un prix lourd. Nous, nos parents, nos enfants. Et donc plus vite nous reviendrons à la raison, mieux ce sera. Voilà, j'ai terminé.